On va démarrer à l'heure, puisque vous êtes tous à l'heure, donc autant en profiter. Donc je m'appelle Éric Le Gall, je suis directeur de la communication de la ville d'Issy Moulineaux et donc je suis ravi évidemment de vous accueillir pour cette matinée d'échange. Peut-être vous rappeler le contexte de cette matinée, pourquoi on l'organise. D'abord parce que nous sommes depuis quelques mois, enfin depuis l'avant-Covid même, dans un projet européen qui a évidemment été prolongé depuis, sur l'expérimentation de triporteurs alimentés par hydrogène, donc qu'on va d'ailleurs présenter cet après-midi et qui vont commencer à circuler dans les rues d'Issy Moulineaux. Et aussi parce que nous avons le soutien de l'ambassade britannique à Paris, qui nous a mis en contact avec la ville d'Aberdeen, dont une représentante est ici présente. Aberdeen, qui est en Écosse et qui est probablement l'une des villes européennes les plus avancées en matière d'hydrogène, puisque ça fait une dizaine d'années qu'ils ont adopté une stratégie. Ils ont déjà plus de 80 véhicules en circulation dans cette ville. Et donc ils ont une expérience évidemment qui sera intéressante de partager avec nous. Il y aura 3 tables rondes pendant cette matinée, qui va être un peu dense. On va essayer d'abord de tenir les délais, c'est le point le plus important, et surtout d'essayer, ça je m'adresse plutôt aux intervenants, pas comme moi, d'essayer de ralentir le débit de sa parole, parce que nous avons des traducteurs qui traduisent donc pour nos invités européens, et également pour lorsque ils prendront la parole pour les francophones. 2, j'ai vu que vous aviez beaucoup de slides à présenter, donc je vous remercierai de bien tenir les délais. Et là, pareil, il y a beaucoup de slides en français, donc prenez un peu le temps pour expliquer ces slides pour que nos invités étrangers puissent les comprendre. Et enfin, essayez d'être le moins technique possible, même si c'est un sujet évidemment technique, de façon à ce qu'on puisse tous comprendre de quoi il s'agit, les enjeux autour de cette énergie ou technologie, je ne sais même pas comment l'appeler, dessus. Voilà. On va commencer par cette première table ronde qui a pour objectif en fait, de dresser un peu l'état des lieux, notamment en France et dans la région Île-de-France, pour savoir un peu quelles sont les stratégies qui ont été adoptées par différents États. Vous savez qu'un peu partout dans le monde aujourd'hui, les pays adoptent des stratégies de développement pour l'hydrogène. Ça se répercute évidemment aussi en France et sur la région. Donc j'ai autour de moi Benoît Calatayud, qui est directeur de la transition énergétique chez Capgemini, qui a notamment travaillé sur la stratégie nationale, donc il va pouvoir nous en faire part. Il y a Gilles Aon également, qui est aussi à mes côtés, qui est délégué régional Île-de-France Hydrogène et directeur des projets hydrogène chez Engie. Cofeli, comment ? De France Hydrogène, pardon. Et puis nous attendons, j'espère qu'il nous rejoindra, Thomas Emmer-Dinger, qui est l'AREC. L'AREC, c'est l'Agence régionale énergie-climat. Alors je sais que pour ceux qui viennent de l'extérieur d'Issy Moulineaux, qu'il y a des problèmes de circulation, puisqu'il y a une manifestation en cours qui se dirige sur le siège d'Orange. Voilà, bon, il arrive dans 10 minutes. Voilà, très bien, comme ça il pourra nous faire part de la stratégie régionale. Et puis je dois excuser Véronique Charbeau, qui était chef de projet transition énergétique à la région Île-de-France, et qui malheureusement a contracté le Covid, et donc évidemment s'excuse de ne pas pouvoir être là ce matin. Je vais démarrer par M. Calatayud. Alors, il y a une télécommande pour passer vos slides, donc je vous la donne. Et puis donc je vous donne la parole pour expliquer quels sont les dispositifs de soutien et quelle est la stratégie nationale sur l'hydrogène. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Eric pour l'invitation à participer à cette table ronde et à ces tables rondes et à cet événement sur l'hydrogène qui va, je l'espère, nous permettre de décrypter ce qu'est l'hydrogène, les différents dispositifs de soutien et surtout comment ils sont déclinés et vers quel acteur. Donc je me représente brièvement, donc je m'appelle Benoît Calatayud, je suis à Capgemini où je m'occupe des sujets de transition énergétique. Et donc je suis très content d'intervenir ici puisqu'on intervient en voisin. On est à 500 mètres en fait, nos locaux sont à côté de la Seine. Et donc c'est un vrai plaisir d'être ici à parler d'hydrogène. Et je m'occupe donc notamment des sujets hydrogène à Capgemini. Et auparavant j'étais à BPI France où je m'occupais également des sujets hydrogène. Et je me suis occupé notamment de l'élaboration
de la stratégie hydrogène, puisque BPI France est un des opérateurs de la stratégie, donc qui a été publiée en septembre 2020, et que je vais vous présenter après, et qu'on a décliné depuis à travers différents types de projets, des grands projets européens, des projets nationaux, et puis des projets régionaux. Alors, quelques éléments de contexte, je dirais, avant d'entrer dans le vif du sujet de la stratégie nationale et puis de la stratégie d'Île-de-France, sur l'hydrogène en tant que tel. De quoi on parle quand on parle d'hydrogène? Alors aujourd'hui, l'hydrogène, donc qui est un gaz, hein, comme vous le savez, est produit à partir de gaz naturel qu'on mélange avec de l'eau. Donc c'est l'opération de vaporéformage qui donc permet de produire de l'hydrogène qui répond aujourd'hui à des usages qui sont très majoritairement industriels. Des usages chimiques, des usages de raffinerie ou de production d'ammoniac pour les engrais. Ces opérations-là en France génèrent à peu près 3% des émissions de CO2, donc ce qui est conséquent et qui appelle donc à une vigilance et surtout à une lutte pour décarboner les activités industrielles. Donc autrement dit, aujourd'hui et de manière majoritaire, l'hydrogène n'est pas un vecteur de transition énergétique puisque son usage génère à peu près 3% des émissions de CO2 au niveau national. L'enjeu, et c'est bien l'enjeu de la stratégie française et européenne d'ailleurs, c'est de structurer une filière d'hydrogène qui soit décarbonée, c'est-à-dire produit de manière décarbonée, donc qui n'émet pas de CO2, et donc son usage derrière n'émettra pas de CO2. Comment on produit de l'hydrogène décarboné? De manière très générale, par un processus assez ancien qui est bien connu de ceux qui ont notamment fait des TP de physique, et par un processus qui s'appelle l'électrolyse de l'eau. On fait passer du courant électrique dans l'eau, donc qui divise la molécule d'H2O entre H2 d'un côté hydrogène et O, oxygène de l'autre. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres façons de produire de l'hydrogène. Il y a aussi la thermolyse, donc on fait chauffer de la biomasse et ça produit de l'hydrogène. C'est un autre processus, mais de manière très majoritaire, l'hydrogène est produit, décarboné en tout cas, est produit par électrolyse. Alors, si on entre dans le détail maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que la stratégie hydrogène française vise à faire? Donc déjà en termes de montant, en septembre 2020, on est passé dans une nouvelle dimension, puisque la stratégie française s'élève à peu près 7 milliards d'euros sur 10 ans, ce qui est quand même extrêmement conséquent et qui fait de la stratégie française une des stratégies les plus ambitieuses au niveau mondial. On était auparavant avec des dispositifs de soutien beaucoup moins importants, de l'ordre de 200 millions d'euros. Donc là, on passe dans une nouvelle dimension. J'ai mis 9 milliards d'euros sur le support que je vous présente, puisque le président de la République a annoncé dans le cadre de France 2030 un soutien complémentaire d'environ 1,9 milliard d'euros, ce qui porte le soutien total donc à 9 milliards sur la décennie à venir. Donc une stratégie extrêmement ambitieuse, qui se positionne d'ailleurs au même niveau que les Allemands, la Corée du Sud, le Japon, la Chine. La majorité des grands pays, en fait, a lancé des stratégies hydrogène très conséquentes. Donc la stratégie française, dans le détail, vise notamment, comme je l'ai dit, à décarboner le secteur industriel, puisqu'encore une fois, ça génère 3% des émissions de CO2 au niveau national. L'objectif étant de développer notamment des électrolyseurs à côté des zones industrielles pour décarboner ces activités-là. Un enjeu majeur sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez lors des questions. Deuxième axe qui est extrêmement important, donc à très court terme on décarbone l'industrie. À plus moyen terme, l'enjeu est de décarboner le secteur de la mobilité, en particulier celui de la mobilité lourde, c'est-à-dire mobilité terrestre lourde, bus, train, camion, mobilité fluviale également, voire demain à plus long terme, l'aviation. Autre sujet intéressant sectoriel, ça permet, l'hydrogène, de faire fonctionner
des bennes à ordures ménagères ou des chariots élévateurs qui aujourd'hui fonctionnent avec des éléments carbonés et du thermique. Donc pourquoi ces éléments? En synthèse, avant de rentrer dans les dispositifs de soutien et comment s'articule la stratégie française, je dirais de manière plus précise, l'enjeu c'est de développer des écosystèmes d'hydrogène qui soient décarbonés. Qu'est-ce que veut dire écosystème? C'est une zone géographique au centre de laquelle se trouve une source de production d'hydrogène décarboné, idéalement par électrolyse, qui est alimentée par une source d'électricité décarbonée, soit des énergies renouvelables, soit du nucléaire, et qui répond à des usages locaux, industriels comme je l'ai dit, de mobilité lourde en particulier, mais aussi légère avec certains usages, on le verra lors de la prochaine table ronde, et puis des usages sectoriels qui dépendent du territoire. Par exemple, des usages dans les ports ou les aéroports qui peuvent aussi être intéressants. Donc, en synthèse, s'il faut que vous reteniez quelque chose de la stratégie française ce matin, c'est qu'elle vise à développer ces écosystèmes locaux d'hydrogène. Il y en a plusieurs qui apparaissent sur l'ensemble du territoire, y compris en Île-de-France. Gilles pourra y revenir. Donc, c'est bien l'objectif. En termes de calendrier et de dispositifs de soutien, différents dispositifs de soutien ont été mis en place donc par 3 opérateurs principalement, l'Agence nationale de la recherche, BPI France et l'ADEME, et qui visent à couvrir ces dispositifs de soutien tous les stades de maturité des projets pour toute taille d'entreprise, petite, moyenne et grande. Si on commence par des stades de maturité de projets très bas, avec des niveaux d'innovation très bas, c'est un programme pluriannuel de la recherche qui est donc opéré par l'Agence nationale de la recherche qui permet d'accompagner des innovations de rupture dans le domaine de l'hydrogène. Là, on parle d'électrolyse haute température, de réservoirs haute pression, etc. Il y a, si on suit la maturité des projets, l'ADEME qui opère 2 appels à projets, un qui vise à favoriser le déploiement de briques technologiques et l'autre l'émergence d'écosystèmes d'hydrogène décarboné. Donc là, l'objectif, c'est bien de passer à l'échelle en favorisant le développement et le déploiement de démonstrateurs d'hydrogène décarboné, à travers donc des briques, comme je l'ai dit, et puis l'écosystème avec différents acteurs. Il y a ensuite le sujet des fonds propres du programme investissement d'avenir, donc du PIA, qui, sont opérés principalement aussi par BPI France, et qui vise à prendre des participations dans les entreprises de l'hydrogène. Donc, par exemple, McPhy, que vous connaissez peut-être, qui est une de nos pépites françaises, entre guillemets, qui produit des électrolyseurs, ou encore Ergosup, qui produit également de l'hydrogène. D'autres types de participations sont en cours. En tout cas, l'objectif, c'est bien de prendre des participations dans ces entreprises. Et l'objectif est que l'État et la puissance publique aident ces entreprises à se développer après la mise en place d'aide à l'innovation. Il y a un autre élément aussi qui arrive ensuite, mais là au niveau européen, qui prend beaucoup d'ampleur en ce moment. Vous en avez peut-être entendu parler, puisque les projets ont été dévoilés récemment. Il s'agit donc des IPCEI, qui sont les grands projets d'intérêt commun européen, sur lequel je reviendrai très brièvement tout à l'heure, parce que c'est un élément extrêmement important pour le passage à l'échelle et la réduction des coûts. Donc ces grands projets d'intérêt commun européens, qui sont des projets en fait inter-États membres de l'Europe, il y en a 15 aujourd'hui qui ont été pré-notifiés à la Commission européenne. Ils seront bientôt notifiés, j'y reviendrai juste après. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces IPCEI concentrent un budget extrêmement important, donc de 1,5 milliard d'euros initialement, auxquels ont été rajoutés 1,7 milliard avec France 2030. Donc c'est extrêmement conséquent. Le gouvernement et l'État français veulent vraiment développer ces projets, notamment dans une dynamique, encore une fois, de baisse des coûts de l'ensemble des composants de la filière. Il y a des éléments un peu plus sectoriels, comme l'exonération de TIRIB, donc c'est la taxe relative à l'incorporation des biocarburants dans les carburants, donc là qui a été mis en place notamment dans le PLF 2021. Et puis, élément extrêmement important, mais c'est le dernier mais pas des moindres, c'est une aide à la production d'hydrogène qui va être mise en place. Le dispositif a été pré-notifié à la Commission européenne par le ministère de l'Environnement récemment. L'objectif ici, c'est d'aider
au déploiement de l'hydrogène décarboné et à la compétitivité de l'hydrogène décarboné. Puisque ce que je n'ai pas dit, et je pense qu'on va rentrer dans le détail après, c'est que l'hydrogène décarboné aujourd'hui n'est pas compétitif face au carboné. L'hydrogène carboné, toute chose égale par ailleurs à la production, vaut à peu près 1,5-2 euros par kilo. Il est produit à partir de gaz naturel. L'hydrogène décarboné est un peu plus cher aujourd'hui et donc peu compétitif si on concentre uniquement ces éléments-là. Donc l'objectif, c'est d'aider à ce que l'hydrogène en sortie d'électrolyseur soit compétitif face au carboné. Vous voyez bien qu'il y a un élément conjoncturel intéressant par ailleurs aujourd'hui au regard de la crise géopolitique et ukrainienne, c'est que le prix de l'énergie, notamment du gaz, a augmenté, ce qui vient pénaliser le coût de l'hydrogène carboné, puisqu'il est produit à partir de gaz naturel. On va voir si cette tendance se maintient, auquel cas ça pourrait être bénéfique pour le développement d'un hydrogène décarboné. Quelques éléments de synthèse pour terminer sur le sujet des IPCEI et des grands projets d'intérêt commun européens, qui sont un exemple même de collaboration européenne et de grands projets, je dirais, au même titre que dans le domaine des batteries. Donc, comme je le disais, 15 projets ont été retenus par la France, avec plusieurs axes, le développement de la R&D et de l'industrialisation dans le domaine des véhicules et des équipements de mobilité. Donc, élément très important, le gouvernement veut favoriser le développement de la mobilité hydrogène. Deuxième axe, le sujet des électrolyseurs, comme je le disais, pour décarboner notamment le secteur de l'industrie à très court terme, et décarboner des procédés très précis, notamment par exemple la réduction du minerai de fer pour créer de l'acier. Donc voilà, en synthèse la stratégie est extrêmement ambitieuse. C'est une des stratégies les plus ambitieuses au niveau mondial. On a des atouts extrêmement forts en France pour réussir nos objectifs, notamment les grands champions industriels que vous connaissez, à commencer par Air Liquide, les différents tissus d'entreprises que nous avons. J'ai cité McPhy, mais il y en a plein d'autres. Attaway qui se situe ici, Acus aussi. Enfin, on a tout un tas d'entreprises qui sont extrêmement fortes dans leur domaine très sectoriel de l'hydrogène, que ce soit dans la mobilité ou l'industrie. On a également un tissu de chercheurs extrêmement intéressants et compétents pour développer des innovations de rupture. Je pense particulièrement au CEA, par exemple, le Commissariat à l'énergie atomique, qui se diversifie aujourd'hui dans les nouvelles énergies. Donc stratégie ambitieuse qui est en train d'être déclinée au niveau territorial. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et pour terminer, je dirais que l'hydrogène aujourd'hui, tout reste à faire. Comme je l'ai dit, l'hydrogène décarboné, la filière n'est pas encore créée. Elle est en train d'être créée avec des soutiens publics extrêmement importants qui s'inscrivent à la fois au niveau européen. C'est un bel exemple de collaboration au niveau européen, puis français, et puis au niveau de l'Île-de-France. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces différents sujets, parce que le sujet n'est pas simple, parce que tout un tas de dispositifs de soutien existent. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le montant accordé est extrêmement important et qu'il faut maintenant le décliner d'ici à 2030. Merci. Alors avant de parler de l'Île-de-France, en attendant que notre intervenant arrive, on va peut-être parler de la filière justement, du coup, avec M. Aron. Comment vous définiriez cette filière hydrogène aujourd'hui en France? Comment on peut la mobiliser? Et comment elle montre en fait son dynamisme? Bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par présenter France Hydrogène. L'ancien nom, c'était la FIPAC, Association française de l'hydrogène et des piles combustibles. Donc, non, ça c'est une slide. Voilà, je n'ai pas besoin de slide. Donc France Hydrogène regroupe à peu près 400 membres actifs avec tout type d'entreprises, de PME à des grosses entreprises comme Engie. Effectivement, on a également des partenaires publics qui nous accompagnent, des centres de recherche et innovation, des bureaux d'études, cabinets de conseil, etc. L'objectif de France Hydrogène, c'est de promouvoir la filière, de faire connaître effectivement ce qui se fait dans la filière et faire bouger également le cadre réglementaire. Il faut bien voir que l'hydrogène est connu depuis très longtemps. L'usage, ce que disait
mon collègue, était dans l'industrie pour désulfurer le pétrole et fabriquer des engrais azotés. Aujourd'hui, l'hydrogène arrive sur la mobilité, mobilité qui est en France de l'ordre de 30% de l'énergie. Donc c'est un des vecteurs qui va venir verdir l'énergie. En complément de la batterie, bien sûr, aujourd'hui. L'enjeu, aujourd'hui, va se situer... Alors, on l'a bien compris, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'axes qui sont en train de se développer. L'hydrogène était avant le domaine réservé des gaz liquéfiés. C'est passé dans le domaine de l'énergie. Ça a un peu bousculé, chamboulé les cartes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène est une solution de stockage pour l'électricité d'origine renouvelable, photovoltaïque, hydraulique, éolien, et également pour les déchets, ce que disait mon collègue. Maintenant, on a beaucoup de sites dits de production, donc on va arriver à faire de la production, on arrive sur les usages. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, les usages sont très limités, et vous ne les voyez pas tous les jours dans la rue, parce que les usages ne sont pas encore là. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui en France, ils sont en train d'arriver. La cible, c'est plutôt du côté de 2024-2025, même si, alors là, pour le coup, on a la chance d'avoir de très beaux acteurs français qui se sont lancés dedans. Alors, à commencer par les équipementiers, Plastic Omnium, qui a fait EKPO, Forestia, qui livre des réservoirs aux Coréens. Voilà, ce sont les équipementiers qui ont donné le premier jet, hein, et suivi ensuite par les constructeurs. Alors, les constructeurs de camions, il n'y en a pas tellement d'origine française aujourd'hui, mais effectivement, on a vu poindre des carrossiers comme Safra partir pour fabriquer des bus à hydrogène. On a des gens comme Van Hool, VDL, Solaris, Caetano, qui n'étaient pas motoristes et qui viennent petit à petit vers ces usages. Les constructeurs français, hein, que sont Stellantis et Renault avec Hyvia, sont en train de se lancer également dans la partie. En fait, tout ce monde-là, effectivement, on va préférer peut-être rester motoriste, hein, puisque c'était là-dessus qu'ils faisaient ils étaient fabricants de moteurs et boîtes de vitesse. Donc passer du jour au lendemain d'une ancienne technologie qui était rentable à une nouvelle technologie sur laquelle il y a un point d'interrogation, c'est toujours délicat. Surtout que les investissements, ce n'est pas une échéance de 5 ans, comme on le connaît par ailleurs. Un investissement, c'est du domaine de 30 ans. 40 ans, 50 ans. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et il faut avoir une capacité financière pour pouvoir se développer. Donc ça veut dire que dès lors qu'on va travailler sur cette transition énergétique, il va falloir se projeter sur un temps long. L'amortissement d'une station hydrogène, c'est minimum 20 ans. Voilà. L'enjeu derrière va se faire sur ce qu'on appelle le TCO, le Total Cost Ownership. C'est le coût total de possession. Là, on va travailler sur les usages. C'est dans ce TCO, on va se rendre compte qu'effectivement, si le véhicule vaut 2 fois le prix, que l'hydrogène vaut 3 fois le prix du carburant, ça va être compliqué d'aller séduire les transporteurs. Donc l'enjeu est là. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et les aides, effectivement, doivent aider à faire ce pas. Ce qui est difficile, ou la difficulté qu'on va rencontrer, c'est qu'effectivement, les aides, c'est de l'ordre de 35% sur le capital. Le capital, c'est 25% du prix de l'hydrogène. 35% de 25%, ça fait de l'ordre de 8 et quelques pourcents. Quand on est déjà à 200% plus cher, bon, 8,5%, ça reste somme toute intéressant, mais ce n'est pas ce qui fait que ça bascule. Alors effectivement, l'objet de France Hydrogène, ça va être de travailler avec les instances du gouvernement pour essayer de faire en sorte que la filière puisse avancer et que les aides aillent au bon niveau. L'Allemagne aide à près de 80% l'achat de ses véhicules. Hein. Je donne un comparatif. Voilà. Sur le véhicule léger, la comparaison est assez simple. C'est-à-dire que 1 kg d'hydrogène, on fait 100 km. Si on prend un véhicule thermique, on est à 6 litres au 100. Aujourd'hui, si je prends toujours 1,50 € du litre, ça fait 9 € pour 100 km. Donc avec 9 € du kilo, je suis à peu près à parité. Le diesel s'envole, avec, effectivement, c'est peut-être conjoncturel, hein, mais ça risque d'être structurel avec l'impact du CO2 demain. De fait, effectivement, cette parité est conservée sur les véhicules légers. Véhicules légers,
Bon, on dit souvent c'est la batterie qui va s'occuper du véhicule léger, l'hydrogène étant pour le véhicule lourd. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui circulent dans Paris, c'est plutôt des taxis que des camions. Mais, cela dit, ça veut dire que c'est l'occasion pour la France de se repositionner sur son industrie. Les grands teneurs aujourd'hui, ou ceux qui ont commencé ce virage, c'est le Japon, Corée, Chine, en fait c'est l'Asie. Si je vous donne une petite anecdote, il y a un monsieur qui était ingénieur chez Audi, qui s'appelle monsieur Wang Gang, qui est passé en 1999, il est retourné en Chine, travailler sur les piles à combustible, donc les piles à hydrogène. En 2007, il est passé l'équivalent de ministre de l'Industrie, et il a fait le pari en disant, voilà, sur le moteur thermique, on a 30 ans de retard sur l'Occident, si on démarre tout de suite sur l'électrique, on a des chances de peser dans le game, enfin, de pouvoir concurrencer. En 2019, M. Wang Gang, qui est maintenant surnommé le père de la voiture électrique en Chine, fait le constat, 85% de la batterie est produite en Chine, les 15% qui restent, c'est Japon-Corée. M. Wang Gang, qui sait ce que c'est qu'une pile à combustible, dit, ben maintenant j'arrête de financer la batterie, je vais financer l'hydrogène. Donc le ton est donné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire la concurrence, ou essayer de continuer notre industrie sur l'électrique et l'hydrogène. Là, en fait, ça va être une défense, on va avoir une position défensive, il y a un virage à prendre, effectivement, plus le virage est pris tardivement, et plus il est compliqué à prendre. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là, parce qu'effectivement, on est aussi sur des industries, donc production massifiée. Heureusement qu'il y a pas mal d'acteurs en France qui se sont lancés en avance de phase. Michelin, donc Faurecia, qui ont créé la joint venture de Symbio, enfin, qui ont racheté Symbio. Symbio qui produit des piles à combustible. Tout à l'heure, j'ai parlé de Plastic Omnium qui s'est fait une alliance avec Erling-Klinger, qui fabrique également des piles à combustible. Faurecia et Plastic Omnium fabriquent les réservoirs. Les éléments nécessaires pour fabriquer les voitures sont en substance déjà présentes. Il y a d'autres usages qui sont en train de sortir tout azimut, parce qu'une fois qu'on a les deux éléments, pile à combustible et réservoir, on est en mesure de lancer toute une série de véhicules. Donc effectivement, tout à l'heure j'ai parlé un petit peu des bus. Le car, c'est plus compliqué parce que ce sont des véhicules qui nécessitent une homologation particulière, mais par contre, l'équation économique reste complexe. Un car, grosso modo, vaut de l'ordre de 200-250 000 euros, le même en hydrogène vaut 600 000 euros. Donc là, il y a un gap. Un camion qui vaut 100 000 euros en prix catalogue, 80 000 euros avec la réduction que l'on connaît dans le diesel. Pour le même camion, on va arriver à des équivalents neufs à l'ordre de 400 000 euros, 500 000 euros. Allez, dans les mieux 10 ans, on va arriver à 300 000 euros. Donc, un sujet à suivre, parce que après, quand on fait de l'analyse de la valeur, on va se dire, mais pourquoi des coûts aussi exorbitants et où ça vient? En fait, aujourd'hui, on était sur des piles qui étaient à 1 000 euros du kilowatt, 200 kW, 200 000 euros. La cible étant d'arriver à une pile qui soit de l'ordre d'une trentaine de kilowatts. 200 kW, 6 000 euros. Donc le 6 000 euros est accessible, le 200 000 euros est un peu plus complexe à atteindre. De la même façon, on va avoir des réservoirs qui vont passer de 850 euros du kilo d'hydrogène transporté à l'ordre de 450 voire 350 euros du kilo d'hydrogène transporté. Donc tout ça, je le dis, mais c'est de l'industrialisation. Ça veut dire qu'il faut laisser une vision long terme à nos industriels, mais ce n'est pas en achetant 2 bus par-ci, 3 bus par-là qu'on arrive à faire. Donc c'est pour ça que là-dessus, on a besoin d'avoir une vision très long terme et d'expliquer quels seront les enjeux. Parce que c'est ceux qui vont réussir à soit prendre le risque, soit en tout cas d'investir pour pouvoir prendre ce marché. Et aujourd'hui, effectivement, c'est l'acteur État qui est capable d'apporter une stabilité ou une vision long terme pour pouvoir investir sur le long terme. À minima, là aujourd'hui, c'est le privé effectivement qui va chercher à s'associer, se regrouper, faire des. Mais quand on a une commande qui est de 1000 véhicules, 2000 véhicules, 10 000 véhicules, effectivement, on a une vision sur une certaine distance. En France, pour donner un exemple, on a 100 000 cars et bus. On a 550 000 poids lourds. On a 7 millions de véhicules utilitaires légers. On a 30 millions, à peu près 30 millions de véhicules de voitures. Il n'y a qu'une partie, c'est la catégorie D, qui peut être intéressée par l'hydrogène. L'autre, c'était plutôt réservé aux batteries.
Donc ça veut dire que fort de ce marché potentiel, on va réussir à grimper ou à passer les échelons. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va se contenter d'aller sur des niches. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, je suis directeur de projet hydrogène dans le groupe Engie. Premier marché qui va être fait, effectivement, c'est des véhicules légers qui sont déjà présents avec des TCO, des coûts total de possession. Donc c'est le total des coûts équivalents de ce que l'on a, qui sont acceptables. On va travailler effectivement avec des engins spécifiques, comme les Ground Support Equipment, c'est-à-dire les engins aéroportuaires, ni plus ni moins parce que la fiscalité sur les engins aéroportuaires, sur le gasoil non routier, est un peu plus élevée que celle du poids lourd. On doit être à 1,30 € du litre, donc il y a une défiscalisation. Sur le poids lourd, on a une défiscalisation du diesel qui fait qu'il est à 1 € du litre, à peu près. Bon, maintenant, il y a une augmentation, mais je ne sais pas si elle va durer. Un poids lourd, pour vous donner l'équivalent, la consommation d'un poids lourd, c'est 32 litres au 100. Voilà. À 1 € du litre, ça fait 30 € du 100. Le même en hydrogène, c'est 8 kg pour 100 km. Si je prends le 9 € du kilo dont je parlais tout à l'heure, qui est le seuil qu'on arrive à atteindre pour une station qui est assez grosse, hein, on va arriver à 72 € du 100. Donc 72 € du 100 versus 30 € du 100. Les transporteurs qui ont déjà une difficulté pour augmenter leurs tarifs, ce n'est pas eux qui vont pouvoir porter la transition. On l'a bien compris. Donc aujourd'hui, ce sont les collectivités qui nous accompagnent et qui acceptent de prendre ce risque-là, d'acheter des bus plus chers, d'acheter des bombes plus chères et de faire ces premières transitions. Alors derrière, vous comprenez bien qu'il y a un problème d'œuf et de poule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer une station s'il n'y a pas des usages. Donc ça veut dire que toute la filière va être freinée. Je vois qu'il y a Jean-Michel Amaret là dans l'équipe qui fait partie des fabricants de stations. Très bien. Donc à Taoué, effectivement, on va pouvoir prendre des stations si on a des usages. Mais si les usages ne décollent pas, ça va être compliqué de faire perdurer la filière. Donc c'est bien ça qu'aujourd'hui on est en train de faire, les uns les autres. Et ce qui va nous aider à faire avancer la filière, c'est les restrictions qui vont s'opérer sur les zones à faible émission. Donc ces restrictions-là, avec un calendrier qui est connu, nous permettent d'avoir de la visibilité. Par exemple, sur la région Île-de-France, la ZFE prévoit qu'en 2024, il n'y ait plus de véhicules diesel. Aujourd'hui, très clairement, tous les poids lourds ne pourront pas passer la ZFE parce qu'on n'a pas les poids lourds nécessaires pour le faire. Enfin, c'est un grand clair. Donc aujourd'hui, c'est ce calendrier-là qui n'a pas été traité ou géré et qui fait qu'on va arriver au pied du mur et le point d'interrogation pour comment ça va se passer. On a effectivement quelque part un peu une aubaine du Covid. L'aubaine, effectivement, enfin, si je peux parler comme ça, mais c'est dramatique. C'est l'impact de la guerre où on se rend compte qu'effectivement on a une dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et qui fait qu'on va être appelé à revoir ou du moins à accélérer notre indépendance énergétique et surtout la transition énergétique. Donc en fait, les usages, eux, sont déterminants parce que dans cette logique d'œuf et de poule, il va bien falloir que faire des stations, c'est bien, mais il va falloir qu'elles tournent. Et donc, tous les écosystèmes qu'on va lancer vont être appuyés sur des usages. Donc aujourd'hui, on travaille sur les plus polluants. Alors il y a des secteurs qui se sont pris très en avance, hein, parce qu'ils n'étaient pas forcément motoristes, donc il n'y avait pas d'enjeu à faire une transition très rapide. C'est sûr que quand on est fabricant de bougies, passer de la bougie à l'ampoule électrique, c'est pas forcément évident. Quand on arrive là-dessus from scratch, c'est plus facile. Donc on a des gens comme Alstom, qui était en avance de phase. Alstom qui a commencé à vendre ses trains en 2019 en Allemagne. On a Airbus qui travaille sur ces sujets-là. Donc très bien. On a aussi beaucoup de petits acteurs qui se lancent à créer donc, des véhicules. Des avions, hein, mais surtout des rétrofits de voitures. Donc on a beaucoup de rétrofitteurs qui essaient de se lancer pour accompagner cette transition et essayer de se positionner par rapport aux motoristes ou du moins aux constructeurs traditionnels. Mais voilà, c'est bien le client final hein, qui va créer la transition et au bout du bout, eh ben, effectivement, ça sera un petit peu la charge de la collectivité parce qu'aujourd'hui, on est en compétition avec une énergie qui n'est finalement pas très chère. C'est-à-dire que le pétrole à 1 € du litre, donc quasiment le transport aujourd'hui n'est quasiment pas rémunéré. Quand on voit un Amazon qui aujourd'hui ne facture même plus le frais de transport, c'est dire que ça pèse rien sur le produit. Néanmoins, c'est ce qui pollue.
Et c'est ce coût-là que l'on ne paye pas qui finalement fait qu'on a du mal à enchaîner la transition. Donc en fait, l'objectif de France Hydrogène, c'est de mettre un petit peu de cohérence dans tout ça et de voir comment les usages sont à l'origine de la transition énergétique, et c'est une des voies. Alors bien sûr, l'industrie existe déjà, hein. Elle consommait hier, elle consommera peut-être demain. Alors effectivement, s'il y a moins de pétrole, il y aura peut-être moins d'hydrogène gris à y mettre dedans, mais elle travaille également au verdissement. Donc cette stabilité effectivement industrielle existe. Après, tout bon acheteur, s'il a le choix entre l'hydrogène à 1,50 € et l'hydrogène à 3 €, je doute qu'il soit remercié s'il prend l'hydrogène à 3 €. Fût-il vert. Donc effectivement, il y a des lois qui sont en train de tomber, la réglementation qui est en train de tomber, pour que les choses puissent évoluer et aller dans le sens de la transition énergétique. Voilà. Côté usage, alors on fourmille d'idées parce qu'on, même dans les activités que l'on mène, on aide effectivement les uns les autres à monter des briques technologiques. En fait, le milieu de l'hydrogène aujourd'hui est assez petit, les gens se connaissent assez facilement, et on fourmille d'idées pour aider toutes les entreprises qui veulent aller vers la création de nouveaux véhicules. Quand je parlais tout à l'heure, je parlais des Ground Support Equipment. Il y a quelque temps, ils étaient à milieu d'envisager qu'ils pouvaient passer à l'hydrogène. Quand on a questionné en disant, écoutez, vous pouvez aller vers le gaz ou aller vers l'hydrogène, ils ont dit de facto, écoutez, nous, tant qu'à faire un saut technologique, autant y aller tout de suite, quoi. C'est pas la peine de continuer sur un moteur thermique qui, de toute façon, est condamné à terme. Donc certains secteurs sont prêts à faire le saut et à passer d'un cap à l'autre. Et l'intérêt également, c'est qu'un moteur hydrogène, donc c'est un moteur hydrogène électrique, n'a pas la même consommation. C'est-à-dire que sur une aire, par exemple, aéroportuaire, les véhicules passent une partie du temps à tourner à vide. Un bus qui attend. Un groupe électrogène qui n'est pas opérationnel complètement, enfin qui est un moteur tournant, mais qui n'est pas forcément connecté. Aujourd'hui, l'hydrogène va pouvoir fonctionner avec et répondre à la demande d'énergie quand il y a une demande d'énergie. Si bien que ça, c'est de l'économie. Donc quand on fait le calcul de TCO, qui est le coût d'usage complet, effectivement, dans l'équation économique, le fait d'apporter ou de dépenser l'énergie lorsqu'il y a une demande, ça rentre dans l'équation économique. Et donc c'est plutôt bénéfique. L'intérêt de l'hydrogène également, c'est que le temps de chargement se trouve réduit. C'est-à-dire qu'autant pour un véhicule électrique, on est à une demi-heure dans les plus beaux cas, voire une heure, voire, enfin, sous réserve qu'on ne soit pas le premier à la station, effectivement, le passage à l'hydrogène permet effectivement un temps de charge très rapide. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous parlais des véhicules légers. Bon, j'imagine que si demain les véhicules légers deviennent autonomes, ce qui va être privilégié, c'est que ce sera des véhicules chers, hein, donc des véhicules avec un usage intensif. Je pense que l'hydrogène aura quelque chose à jouer. Donc vous l'avez compris, effectivement, l'hydrogène présente un intérêt en termes d'autonomie, de temps de chargement, de poids, effectivement. C'est pour ça que les avions sont aussi très bien tout indiqués. Mais également, en termes économiques, ce qui va présenter un avantage, c'est la montée en puissance et les cadences, donc l'industrialisation. Après, la France, l'Europe, a une marche à prendre, c'est d'accompagner ces acteurs pour pouvoir monter en cadence. Ce que je vous ai dit, les prix de 30 € du kilowatt d'une pile à combustible, ça c'est atteignable que si les volumes sont en face. S'il n'y a pas de volume, ça sera compliqué. Tant qu'on fait de la petite série, on n'a pas les mêmes prix quand on fait de la grande série. Merci. Je crois que Thomas Mernager est arrivé. Justement, c'est pour ça. Je vous laisse vous installer pendant ce temps-là. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'on est quand même au début d'une aventure, hein, parce que c'est complexe. C'est une aventure passionnante. Le modèle économique n'est pas encore avéré, c'est ce qu'on démontre, et qu'effectivement, l'histoire de l'œuf et la poule, c'est celle qu'on entend systématiquement lorsqu'on innove à chaque nouvelle innovation. Donc ça, c'est pas étonnant, mais justement, on va avoir le témoignage d'Aberdeen, vous allez voir que ces questions-là, ils se les sont posées évidemment, et qu'ils ont aussi des retours. Mais, du coup, monsieur Emerdinger, vous êtes arrivé, je vous laisse souffler peut-être. 2020, donc ça fait suite en fait à une volonté du conseil régional de prendre sa part dans cette filière qui est en émergence, qu'on parle depuis de nombreuses années,
depuis de nombreuses années, on nous parle d'une économie de l'hydrogène, d'une société de l'hydrogène. Mais celle-ci, pour des raisons économiques, de rendement de la chaîne hydrogène ou de prix des équipements ou de prix de l'hydrogène en tant que tel, n'a pas encore réussi à prendre sa place dans le mix énergétique qui est, on le sait encore, très largement dominé par les énergies fossiles, pétrole et gaz notamment. Donc voilà, la région, dans le cadre de sa stratégie régionale énergie-climat, a décidé de prendre sa part dans l'hydrogène, a créé ce club, a créé des premiers dispositifs de soutien à la filière hydrogène, tant dans sa production que ses infrastructures et évidemment les usages, avec des premières expérimentations qui ont été appuyées, alors qui sont bien connues maintenant, hein, ce sont les taxis Hype qui tournent depuis maintenant 5 ans, enfin même 7 ans maintenant, qu'on voit tourner sur Paris et la métropole. D'autres premiers usages plutôt expérimentaux, hein, par exemple des groupes électrogènes, des bus, les bus à Versailles qui, depuis 2019, avec 7 bus qui sont en expérimentation sur des lignes plutôt périurbaines, pour voir finalement est-ce que ce cas d'usage qui est largement développé en Europe et qui commence à être développé en France est un cas d'usage pertinent. Donc ça, c'est aussi Île-de-France Mobilité, qui est l'opérateur des transports, qui a pris sa place dans cette expérimentation pour voir justement, parce qu'en même temps, Île-de-France Mobilité a fait son plan bus avec les bus gaz, biogaz et électriques. Donc justement, c'était aussi pour voir quelle place pouvait prendre l'hydrogène avec des technologies qui sont encore chères par rapport aux autres technologies, hein, et qui sont quand même en cours de test, on va dire. Donc, expérimentation des bus avec la station des Loges en Josas, donc station opérée par Air Liquide. D'autres expérimentations qui ont pu voir le jour en Île-de-France avec notamment l'appui au centre de recherche de GRT Gaz Phoenix sur l'injection d'hydrogène dans les réseaux gaz. Donc ça, c'est un centre d'expérimentation qui est à Alfortville. Et enfin, des dispositifs plutôt d'appui, d'une à la production d'hydrogène issu d'énergies renouvelables et de récupération, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très fort en Île-de-France, ce sont la place des énergies renouvelables et de récupération, donc ça veut dire valorisation énergétique des déchets, vous connaissez bien ici avec le centre ICEAN, avec un premier projet à Créteil, donc c'est-à-dire de production d'hydrogène par électrolyse à partir de l'électricité de récupération, station de distribution, qui n'est pas encore installé, qui est en cours d'élaboration, et usage plutôt dans des bennes à ordures ménagères et dans des bus, là aussi, pour le Val-de-Marne. Donc là, on est, comme disait Gilles, on est sur des cas d'usage pour l'instant les plus pertinents, c'est-à-dire ceux qui présentent le plus d'atouts pour la mobilité hydrogène, c'est-à-dire une grande autonomie, un maintien de la charge utile, une possibilité d'opération pour des véhicules lourds, là où en fait la batterie, pour l'instant, ne fait pas le job, si on peut s'exprimer ainsi. L'autre dispositif, c'est un appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation et la structuration de la filière hydrogène, qui est plutôt destiné en fait au maillage du territoire en stations hydrogène. Alors l'Île-de-France, on le sait, est un des premiers territoires en termes de stations hydrogène. Alors c'est pas une communication qui se fait beaucoup. On a tendance à mettre en avant, par exemple, la zéro émission vallée en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça n'empêche qu'on a quand même déjà 7 stations en fonctionnement en Île-de-France, et parmi les plus grosses de France d'ailleurs. On n'est plus sur l'échelle des stations à 20 kg jour qui peuvent être opérées par exemple en Normandie ou dans d'autres régions. On est déjà sur des stations à 450 kg jour. Par exemple celle de Porte de la Chapelle qui est en service depuis quelques mois. Et on a à proximité, donc je vous invite à aller voir le chantier, la plus grosse station d'Europe qui est en cours de chantier, qui est celle de Porte de Saint-Cloud, dans le cadre du d'I7Co, donc c'est le prolongement des taxis, pour justement aussi accompagner les taxis, les VTC, et puis les prochains véhicules utilitaires légers de Stellantis ou d'Ivia, par exemple. Cette station, elle aura la particularité d'avoir une production sur place d'hydrogène, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de camions transportant de l'hydrogène qui vont acheminer l'hydrogène sur cette station, comme c'est le cas dans la plupart des stations actuelles. Ça va être une production sur place à partir de l'électricité du réseau et des garanties d'origine par rapport à des énergies renouvelables pour garantir une production en phase d'énergie renouvelable. Production sur place d'1 tonne jour.
Donc là, on voit tout de suite qu'on est sur des capacités très grandes, qui peuvent alimenter quand même une centaine de véhicules par jour. Donc 1 tonne par jour, stockage, compression sur place, et tout ça au-dessus du périphérique et en face d'habitation. Donc c'est quand même un challenge urbain qui est en cours sur un site en gros de 1000 m². Donc ça va être vraiment une station dédiée à la production, au stockage et à la distribution d'hydrogène. On va avoir à peu près la même station sur l'aéroport du Bourget, toujours dans le cadre de ce projet-là. Pareil avec électrolyse, et surtout qui va aussi alimenter la station de Porte de la Chapelle. Après, on a les stations bien connues qui sont aux 2 aéroports, Orly et Roissy, la station d'Engie GNVR aux mines de Rungis, là aussi lieu stratégique. En gros, pour vous dire, pour l'instant, on cible les cas d'usage les plus pertinents et surtout les territoires qui présentent le plus d'atouts, déjà en termes de logistique, de lieux proches de la zone à faible émission, parce que c'est aussi ça l'enjeu, et proches des accès autoroutiers pour permettre aussi que d'autres véhicules hydrogène qui ne sont pas d'Île-de-France, mais traversent l'Île-de-France, on est quand même une zone de passage, puissent s'approvisionner en hydrogène, puisque la région marque une volonté d'avoir des stations ouvertes, interopérables, c'est-à-dire bipression, 350 bars et 700 bars. En gros, 350 bars, on va être plutôt sur du bus, du camion, et le 700 bars, le véhicule plutôt particulier, la berline, le SUV, pour embarquer une plus grande quantité d'hydrogène. Et des stations ouvertes publiques, et avec une universalité des moyens de paiement, en gros, pour ne pas répéter les erreurs qu'il y a pu avoir sur les bornes de recharge électrique. Oui, elles sont interopérables, oui, heureusement. Contrairement à ce qui s'était produit pour les voitures électriques, l'objectif des stations hydrogène, c'est qu'elles soient interopérables. Et justement, à ce titre, une start-up parisienne a été soutenue par le conseil régional qui s'appelle Fill and Drive et qui permet de faire déjà de gérer des flottes avec un système d'application et d'accéder à toutes les stations hydrogène, tant dans leur capacité, dans leur ouverture, dans ce qu'il leur reste d'hydrogène, parce qu'une fois que l'hydrogène il est consommé, après il faut réavitailler, et d'organiser les paiements. Donc je vous invite à regarder ce que fait cette start-up. Et donc ça c'est plutôt sur le volet énergie. Et comme disait Gilles, il y a toute une filière à créer. Enfin, elle existe, mais maintenant, il faut la monter en puissance. Et en Ile-de-France, c'est assez important, puisqu'on a quand même des filières aéronautiques et automobiles et énergétiques, évidemment, stratégiques. Et la question, c'est comment l'hydrogène va impacter ces filières-là. Alors, pour le coup, nous, c'est moins notre ressort, parce que moi, je suis côté énergie, mais après, ce sont plutôt des politiques de développement économique. Et là, on a, la semaine dernière, Bruno Le Maire a annoncé les 15 premiers projets français notifiés dans le cadre du IPCEI. Donc, en gros, ce sont les gigafactories d'hydrogène à l'échelle européenne. Et on a quand même 3 acteurs en Ile-de-France, donc c'est-à-dire des acteurs qui se positionnent pour faire de l'industrialisation de solutions en Ile-de-France. La semaine dernière, on a eu l'inauguration de la ligne de pile à combustible d'Ivia, donc Renault et Plug Power sur le site de Flins. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait revivre aussi le site de Flins, qui était quand même voué à la fermeture. Bon, pour l'instant, c'est une petite ligne d'assemblage, mais qui vise 1000 piles à combustible par an, piles à combustible, station hydrogène, et production d'hydrogène, donc via des électrolyseurs qui vont construire sur place. On a aussi un autre acteur qui est un acteur, pour le coup, le seul acteur français de l'électrolyse PEM, donc membrane à échangeuse de protons, qui est un acteur historique qui est Elogène, qui était anciennement connu sous le nom d'Areva H2Gène, qui est basé aux Ulysses. Donc là, ils industrialisent leur production aux Ulysses, et par contre, leur gigafactory ne sera malheureusement pas en Ile-de-France, mais sera à proximité. Ils seront à Vendôme, tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé le foncier. Évidemment, l'autre enjeu énorme de la région. Merci beaucoup pour cet éclairage. Désolé, je suis obligé de vous accélérer un petit peu parce que la table ronde suivante, mais vous l'avez un petit peu évoqué, ça va concerner les usages en termes de mobilité, où là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans divers domaines, et c'est bien justement que vous puissiez bien comprendre où ça en est. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est vous allez switcher entre les intervenants. Lucas, peut-être préparer les cavaliers pour les intervenants suivants. Donc il y a Emma Watt qui va être à nos côtés, donc qui représente responsable de programme de la ville d'Aberdeen. Il y a Matthias Schulz qui est le chef du projet FCCP, donc le projet européen dans lequel nous sommes
des triporteurs, je ne sais pas où il se trouve. Aurélie Journet, fondatrice de Grand Paris Durable. Philippe Lucas de Big Green. Pascal Armoudom de Zidjet. Et Michael Lévy d'Aquarius.